Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, il fait très beau. Merci en tout cas de votre invitation. Alors, je n'ai pas la prétention de répondre en 1 heure à l'ensemble de la problématique des aidants, qui est une problématique sur laquelle moi je travaille depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, puisque j'ai participé d'une certaine façon à leur reconnaissance, même si elle demeure totalement imparfaite au niveau français, puisque j'ai travaillé sur un territoire de recherche et d'action qui s'appelle la proximologie. Vous aurez noté qu'on s'approche finalement de la sociologie. La proximologie qui est l'étude des relations qui unissent et qui influencent les relations entre la personne malade et la personne qui l'accompagne, qui est un concept qui est né dans les années 2000 et qui depuis s'est construit et a pu conduire à un certain nombre d'actions sur lequel je vais revenir. Alors je sais que j'ai 1 heure et je sais qu'aussi 1 heure à entendre quelqu'un qui parle, moi ça ne me gênera pas, ça peut être long. Donc, ce que je vous propose, c'est, je vais avancer, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je peux les susciter, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai préparé quelques propos un peu radicaux qui normalement devraient permettre derrière de secouer la salle. Donc c'est un peu aussi fait exprès. C'est-à-dire que je vais aussi utiliser des figures outrées. Vous savez, quand on n'a pas le temps, on est obligé d'utiliser des figures outrées. Mais tout ce que je vous annonce, tout ce que je vous avance là est aujourd'hui extrêmement sourcé. Moi j'ai mené plus de 30 études sur le sujet. Donc on a un vrai corpus qui existe. Et parfois ça vient à l'encontre d'idées reçues qu'on peut... Oui. Ah. D'accord, donc je ne touche pas. Mais alors, il faut juste que vous me disiez si. Donc c'est parfait. Juste la demande sur mon intervention, c'était bien sûr d'évoquer les problèmes, mais je pense que les problèmes, notamment pour les aidants qui sont dans cette salle, et je pense surtout les aidantes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'interviens, il y a quand même un grand classique. Je ne sais jamais qui est dans la salle. En revanche, je peux vous dire le genre des gens qui sont dans la salle. C'est généralement féminin, donc là, vous ne dérogez pas à la règle. L'idée, c'est moins d'évoquer les problèmes, on pourra y venir, que d'être plutôt sur un registre positif, puisque, comme vous avez pu le voir dans le programme, hein, l'idée, c'est de montrer en quoi les aidants aujourd'hui sont une activité essentielle et bienveillante dans la société, qui sont 2 termes extrêmement positifs, qu'on a pu entendre, qui concourent derrière à la reconnaissance, mais les difficultés, on va bien sûr les aborder, mais moi je souhaiterais plutôt qu'on essaie de sortir de la salle avec une vision un peu plus positive des choses. Et avoir une vision positive n'empêche pas d'ailleurs de vivre des problèmes au quotidien. Alors, peut-être juste la question, pour démarrer, la définition qu'on peut aujourd'hui avoir des aidants. Je ne sais pas si c'est à peu près clair pour tout le monde, aujourd'hui, dans la salle. Tout le monde est à peu près clair hein, sur une définition d'aidant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle de l'aidant. Il y a plusieurs définitions, mais qu'on peut aujourd'hui résumer sous un terme simple, c'est que l'aidant familial est la personne qui vient en aide à titre non professionnel. Donc ça exclut du champ de l'aide les soignants. Donc il vient en aide à titre non professionnel pour partie ou totalement, c'est-à-dire que, et on va le voir, être aidant, c'est pas forcément être au quotidien de la personne, c'est-à-dire qu'on peut aussi être aidant d'une personne qui est à l'extérieur, qui est même parfois très loin de chez soi, donc on peut être aidant à distance, à une personne dépendante de son entourage pour ses activités de la vie quotidienne. La personne dépendante de son entourage, dans l'acception large des aidants familiaux, pour être parfaitement complet, c'est une personne rendue dépendante par le handicap, la maladie ou le vieillissement. Donc c'est toute personne qui, au quotidien, va avoir besoin d'avoir recours à un tiers, pas forcément physique, mais ça peut être une aide psychologique, ça peut être une aide administrative, mais c'est donc une personne qui, à un moment donné, va se retrouver dans un état dit de dépendance par rapport à un certain nombre de problèmes. Et bien évidemment, ce qui rend le critère discriminant, enfin le vrai critère de l'aide, c'est le fait qu'elle est faite de façon régulière, avec une intensité donnée. Je vous dis ça parce que très souvent, on imagine, par exemple, que les voisins peuvent être aidants. Ça arrive, mais ce n'est pas parce qu'on amène une baguette à une personne âgée de temps en temps qu'on est pour autant un aidant. Je vous dis ça parce que autant vous avez des aidants qui ne se reconnaissent pas, autant vous avez des gens qui s'imaginent aidants alors qu'ils ne le sont pas. Donc voilà, le spectre, c'est vraiment accompagner au quotidien une personne, même si elle est éloignée. Juste quelques chiffres clés, mais j'imagine que certains d'entre vous les connaissent déjà. Globalement, on estime que c'est 8 à 11 millions de personnes, ce qui est assez considérable. Le 8 à 11 millions va dépendre, et donc ça c'est tout confondu, hein, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées.
La variation du volume, elle va dépendre, parce qu'il y a un concept derrière ce chiffre, elle va dépendre de la façon dont l'aidant agit. Il y a des aidants principaux, c'est ceux qui y sont, et il y a les aidants qui sont vraiment au quotidien, et les aidants secondaires. Les 11 millions, vraisemblablement, prennent en compte aussi une bonne partie des aidants secondaires. Donc 8 millions, c'est déjà conséquent, hein, et assez considérable, surtout quand on sait que dans ces 8 millions de personnes, vous en avez la moitié qui exercent une activité professionnelle. C'est là où ça commence à sentir un peu le caramel, comme c'est ma grand-mère pour eux, c'est qu'ils se font une double vie. C'est d'un côté d'accompagner une personne au quotidien, avec des volumes horaires qui sont parfois conséquents, qui vont dépendre de la pathologie, qui peuvent avoir une importance sur l'épuisement des aidants, mais ce n'est pas le seul critère, on va y revenir, mais ça peut être de l'ordre de quelques heures par semaine, alors de plusieurs heures par jour. Dans le cas par exemple de maladies comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, c'est 8 à 12 heures par jour. C'est-à-dire qu'une personne, pour ceux qui ne sont pas concernés, j'avais dit que je serais positif, je vous promets, je vais l'être très rapidement. Mais ça veut dire que c'est une personne qui vit vraiment au rythme et qui ne vit plus au rythme que de la personne qu'elle accompagne. Ça, c'est le premier point. On est aussi face à des aidants qui sont des aidants de plus en plus jeunes. 18% des gens qui ont de la tranche 40-50 ans, donc 18% des 40-50 ans, sont aidants aujourd'hui en France. Vous avez un nombre important d'aidants jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 18 ans, qu'on estime, suivant les études, à 500 000 personnes, qui s'expliquent par le fait qu'aujourd'hui il y a des recompositions familiales et que très souvent c'est des enfants qui se retrouvent au sein de familles monoparentales et qui accompagnent une personne qui est une personne malade et seule. Et donc on se retrouve dans une situation d'aidants jeunes. Alors j'irai pas jusqu'à dire, parce que suivant vous avez peut-être déjà lu ça dans la presse, certains vous disent que les enfants de 5 ans sont aidants parce qu'ils sont avec une mère. La situation d'aidant n'est pas simplement une situation une question de proximité à une personne malade, c'est-à-dire qu'il faut avoir un rôle actif. L'enfant de 5 ans ne me semble pas forcément dans une situation où il peut l'être. N'empêche que vous avez un nombre important de gens de moins de 18 ans qui sont aidants. Il y a une chose intéressante aussi, c'est que sous l'influence des recompositions familiales, donc famille recomposée, remariage, on note un effet de masculinisation au fur et à mesure que la personne accompagnée vieillit. Pour faire court, généralement quand on accompagne des parents, c'est de plus en plus les hommes qui accompagnent leurs parents. Soit ce sont leurs parents. Tout simplement parce qu'auparavant, c'est assez simple, vous aviez des structures de couple qui étaient des structures extrêmement stables. Et comme c'est des structures extrêmement stables, le couple avait vécu une histoire particulière avec les parents de l'un des deux, mais ils avaient vécu cette histoire particulière dans la durée. Aujourd'hui, la durée a diminué, donc ça n'est plus, pour faire très court, une épouse d'une famille recomposée qui va s'intéresser au père ou à la mère de son mari, tout simplement parce qu'elle n'a pas vécu avec lui. Donc il est aujourd'hui obligé de s'en occuper. Donc on a un effet de plus en plus masculin. Alors, je vous rassure, ça reste, vous savez, c'est un peu comme les tâches ménagères. Hein. En 20 ans, les hommes travaillent beaucoup plus à la maison. En 20 ans, on n'a plus de 2 minutes. Voilà. Donc je vous rassure, mais néanmoins c'est intéressant d'être noté. Il y a deux autres choses qui sont intéressantes, me semble-t-il. La première, c'est que on est à Limoges, donc on est un peu dans le centre de la France, on va dire. Hein, on est à peu près dans le centre de la France, donc on n'est pas plus ni mieux dans le centre de la France que dans le sud, que dans le nord, que dans l'est, que dans l'ouest. C'est à peu près également réparti. Quand vous regardez la chose, il n'y a pas des solidarités qui sont plus développées. Je vous dis ça, je ne sais pas si à Limoges il y a une histoire singulière de la solidarité, mais quand vous allez dans le Nord et que vous dites ça, que dans le Nord on n'aide pas plus que dans le Sud, les gens ne vous croient pas. Vous dites, ah mais non, dans le Nord il y a de la solidarité, vous allez dans le Sud, on vous dit, ah mais non, les gens sont solidaires dans le Sud. Non, c'est à peu près équivalent, et c'est à peu près équivalent en termes de catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prévalence particulière touchant à telle ou telle catégorie. Donc on est vraiment sur un aspect extrêmement représentatif de la société française, à tel point qu'il est représentatif que près de 20% de ces personnes, donc des aidants, donc de nos 8 millions, n'ont aucun lien familial, alors qu'on les appelle aidants familiaux, n'ont aucun lien familial ni institutionnel, donc ils ne seront pas mariés, avec la personne qu'ils accompagnent. Pour le dire différemment, c'est généralement un ami ou un voisin. Donc c'est 20% des personnes, ce qui est quand même assez considérable et qui pose, par ricochet, dès lors qu'on est dans le monde du travail, la difficulté quand on est
dit aidant familial à se faire reconnaître comme aidant familial alors qu'on accompagne un voisin ou un ami. C'est extrêmement compliqué à prouver, mais c'est quand même 20%. C'est considérable. À une époque où on dit que les gens sont de moins en moins solidaires, etc., 20%, c'est tout à fait important. Donc ça, c'est globalement, voilà, j'ai essayé de planter le décor, mais si on essaye de le mettre en dynamique, en fait, moi j'ai souvent coutume de dire que l'aide familiale, la question de l'aide familiale, elle constitue ce qu'on peut appeler un nouveau mouvement social. Un nouveau mouvement social, c'est tous ces mouvements qui, à un moment donné, agissent, œuvrent pour faire bouger la société dans son fonctionnement, en faire bouger les règles, et finalement amènent et sont gestionnaires de nouvelles valeurs, ce qu'on appelle le nouveau mouvement social. Et quand on le regarde bien, les aidants de ce point de vue-là, il y a un effet, qui est un effet qu'on peut quasiment appeler d'effet de génération, non pas en lien à l'âge, mais sous l'angle de la communauté de gestes. C'est des gens qui accompagnent. Voilà. C'est des gens qui accompagnent et qui accompagnent au quotidien, parfois dans le sacrifice, pas toujours, même très souvent pas dans le sacrifice, et qui se reconnaissent dans une communauté qui est une communauté de gestes. Mais une fois que je vous ai dit ça, c'est un nouveau mouvement social qui pèse finalement très peu dans la société, puisque les aidants familiaux sont finalement assez peu représentés. Il n'y a pas de corps constitué, alors vous avez une association en France qui agit, mais qui représente assez peu de monde. On est vraiment dans un univers extrêmement éclaté et qui est très en retard par rapport à des pays, qui sont les pays notamment anglo-saxons, où là les aidants ont créé des associations puissantes, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis. Mais ça s'explique aussi par une question assez simple, c'est qu'on est dans des pays où le système de santé est extrêmement moins protecteur, ou pour le dire différemment, l'État-providence est moins présent. C'est-à-dire qu'en fait, les familles se retrouvent avec une responsabilité beaucoup plus forte et beaucoup plus importante. Ça ne veut pas dire qu'en France, elles ne l'ont pas, ça veut dire qu'en France, l'État subvient aux besoins de la personne qui est accompagnée, alors qu'en Angleterre, Angleterre, États-Unis, on est quand même dans des systèmes qui sont des systèmes extrêmement durs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aide familiale, elle est aussi conditionnée à l'environnement dans lequel elle intervient. Elle n'est pas, d'une essence pure. À un moment donné, elle va être vraiment conditionnée à son environnement. Par ailleurs, j'évoquais le fait qu'il y avait une communauté de gestes. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le terme aidant familial est un mot qu'on peut qualifier de mot valise. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça recouvre une multitude de situations. Autant l'aide familiale, une dynamique peut se comprendre, autant l'aidant familial, ça recouvre des situations extrêmement singulières. Aidant de la même façon, quand on accompagne son mari, quand on accompagne ses parents, quand on accompagne ses enfants. Je ne le crois pas, enfin, tous les témoignages concourent à penser que certaines personnes se vivent d'abord comme parents, se vivent d'abord comme époux ou épouse, éventuellement se vivent comme enfants, avant de se vivre comme aidants. Donc on a regroupé, d'une certaine façon, j'allais dire quasiment artificiellement, mais en même temps c'est intéressant, hein, ça permet d'agglomérer des gestes, on a regroupé artificiellement un ensemble de gens qui finalement ne se définissent que par le terme d'aide, mais qui en soi n'ont pas une existence propre. Et c'est d'ailleurs tout le problème aujourd'hui qui est derrière la question du statut, qui est comment donner un statut aux aidants en respectant la singularité des situations. Et est-ce qu'une mère de famille d'un enfant handicapé va accepter d'avoir un statut d'aidant alors qu'elle est d'abord et qu'elle se sent d'abord mère de famille? Et est-ce que justement, précisément, c'est pas lui donner des nouveaux devoirs qu'elle n'a absolument pas demandé? Donc c'est une vraie question. En fait, l'aide familiale, enfin le terme d'aidant familial, c'est une simple traduction de l'anglais carers. On est finalement un aidant. Alors la notion de familiale, il y a eu un maquis de désignation tout à fait considérable. Moi, je travaille sur la question depuis les années 2000. Moi j'ai vu défiler tous les termes. Alors vous aviez les aidants profanes, les aidants familiers, les aidants naturels, etc. À un moment, voilà, le législateur a tranché, et il a tranché en faveur des aidants familiaux. Moi, quand je vous évoquais le territoire d'action qui s'appelle la proximologie, vous aurez noté qu'on est d'abord sur le proche, donc derrière sur une situation géographique, avant d'être dans l'injonction qui est d'aider. Mine de rien, derrière ce terme, qui est un terme qui est véhiculé pour reconnaître des gens, ce qu'il faut y dire aussi, c'est une injonction à agir. C'est-à-dire, il ne s'agit plus d'être proche, il s'agit d'être aidant. Donc d'une certaine façon aussi, d'être, et on va le voir, une espèce de supplétif du système de santé.
Donc il y a un côté cadeau empoisonné dans la façon dont le terme est formulé, qui est que, un, c'est un mot valise, mais ça j'y reviens pas, et deux, il oblige. Voilà, on est dans une situation qui est une situation d'obligation qui quasiment devient statutaire, mais sans statut, puisqu'on ne peut pas statuer. Vous voyez, on est dans une espèce de triangulation au sein de la société qui est quand même extrêmement compliquée. En même temps, c'est quand même un mouvement, l'aide familiale, qui s'inscrit dans une tradition historique qui puise ses racines à l'aune de l'histoire de l'humanité. Je vais prendre juste une phrase, non pas l'homme de l'humanité, parce qu'il n'était pas l'homme de l'humanité, mais une phrase qui est tirée de l'Antiquité, c'est que c'est des questions qu'on se posait déjà à l'époque, bien avant le Moyen-Âge, hein, donc dans l'Antiquité. Je veux juste vous citer cet exemple-là. Saint Augustin, dans De la doctrine chrétienne, évoque une situation dans laquelle un disciple demanderait à Jésus « Dis-moi qui est mon proche ?» Et Jésus de lui répondre, c'est Saint Augustin qui l'écrit, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est une réalité historique, ce qui est intéressant c'est que c'est écrit à cette époque-là. Dis-moi qui est mon proche, et de lui dire « Ne te demande pas qui est ton proche, mais sois le proche de quelqu'un qui en a besoin. » Donc cette sollicitude à l'autre, elle est ancestrale. Et elle est ancestrale, et les gens n'ont pas attendu la première journée des aidants en 2010, le fait que je vienne vous en parler aujourd'hui, pour comprendre qu'effectivement il y avait de la solidarité qui se créait. Et cette solidarité qui existait par exemple avant dans un tissu social beaucoup plus dense parce que beaucoup plus proche, qui est notamment dans les campagnes, il s'est progressivement dilaté au moment de l'industrialisation. C'est-à-dire que le niveau de solidarité a fondu au fur et à mesure que les gens quittaient les campagnes pour aller dans les villes et travailler dans les usines. Donc il y a une géographie de la proximité qui est tout à fait intéressante et qui est à noter. Et par ailleurs, la société de consommation, donc derrière finalement la marchandisation du lien social, c'est-à-dire que ce qui était auparavant gratuit, qui relevait quasiment du service gratuit, devient un service payant, a à un moment donné eu tendance, parce que ce que Baudrillard, le philosophe Baudrillard appelle la coloration du lien social, donc c'est donner de l'argent, c'est donner de la valeur au lien social, donner de la valeur, c'est le coloriser, a eu tendance à faire baisser la visibilité de tout ce qui était gratuit. Je prends un exemple très simple. Pendant des années, vous avez eu des autostoppeurs sur le bord des routes. Aujourd'hui, vous avez Blablacar. Je n'ai pas de jugement sur la question, mais on voit bien, si vous voulez, que le caractère gratuit de l'affaire a tendance, à un moment donné, à minorer ce qui relève quand même du gratuit. Enfin, les aidants familiaux, je le précisais, ils interviennent à titre non professionnel. Ils ne sont pas rémunérés pour ça. Donc ce sens du gratuit-là avait été perdu, et finalement, aujourd'hui, on le redécouvre. On le redécouvre pour plein de raisons, mais il y a une réflexion qui s'est engagée, globalement, qu'on peut évoquer en 4 grands temps, parce que le temps presse, justement, mais globalement, on voit émerger la notion d'aidant, il remonte dans la notion d'aidant à partir des années 2000. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire qu'on n'en parlait pas avant, mais quand vous regardez la littérature scientifique qui existait, les différentes publications qui étaient faites dans le cadre d'études diverses et variées, l'aidant familial, c'était la 3e ligne du 2e chapitre de la sous-section. Donc on en parlait, mais on en parlait toujours à la périphérie. Il est devenu de plus en plus central depuis l'aune des années 2000. Il y a la loi du 4 mars sur le droit des malades qui a contribué, avec la personne de confiance derrière, à construire finalement une nécessité d'un tiers vers lequel on va aller. Il y a deux autres aspects. Il y a vraiment un temps fort qui a marqué l'intrusion de l'aidant familial sur le champ de la santé. Vous avez d'un côté France Alzheimer. Globalement, le système de santé, je fais juste cet aparté, mais le système de santé en France, il est conditionné par deux grands schémas d'organisation et 2 grands schémas de représentation. Vous avez le cancer d'un côté, vous avez les pathologies neurologiques. C'est pour ça que vous allez voir les exemples que je prends, c'est soit France Alzheimer, soit la Ligue contre le cancer ou le cancer. Mais vous avez 2 événements qui sont 2 événements fondateurs pour les familles. Vous avez un premier événement qui intervient dans les années 2004-2005, qui est la première campagne menée par France Alzheimer sur le fait que France Alzheimer, c'est la maladie de la famille. C'est la première fois qu'on pose le fait que la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie de la famille, avec derrière la question de l'aidant. Et puis, les états généraux
des patients et des proches. C'est-à-dire qu'on a accolé l'idée du proche et donc l'idée du duo qui est faite par la Ligue contre le cancer, qui sont les deux événements en fait associatifs qui derrière commencent à enclencher et à donner de la visibilité, qui ensuite va s'ouvrir avec différents temps de reconnaissance, des concepts qui vont s'affirmer et qui vont conduire en 2010 à la création de la première journée nationale des aidants. Je ne sais même pas si vous savez qu'il existe une journée nationale des aidants. Si? Ça va, petit à petit, ça... Voilà. Mais je vous jure, enfin, moi j'ai animé la première journée nationale des aidants. À l'époque, ça semblait être la voie prometteuse de la reconnaissance, puisque, je ne vais pas vous mentir, c'était la journée nationale des aidants, vous aviez 6 ministres en exercice et un message du président de la République qui est venu. Des événements sur lesquels, et des thématiques sur lesquelles vous avez 6 ministres en exercice et un message du président de la République, on n'en avait pas beaucoup. Et bien, mine de rien, ce truc qui semblait plutôt bien parti, progressivement est retombé et aujourd'hui est en train de remonter, tout simplement pour une raison simple, c'est qu'il y a, la raison que j'évoquais, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de corps constitué en capacité à assurer le rebond d'une cause et d'une thématique. Voilà, c'est juste peut-être, ça c'était juste pour planter le décor, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la volumétrie, enfin voilà, j'essaye de faire assez large, j'essaye aussi de regarder la montre parce que le temps passe, mais une fois qu'on a posé les bases, moi il y a deux choses sur lesquelles je voudrais vraiment qu'on insiste. Le thème, je vous le rappelle, c'est une contribution essentielle et bienveillante. Sur l'aspect essentiel, il faut juste comprendre une chose, c'est qu'on est rentré aujourd'hui dans ce qu'on appelle la transition démographique, qui est un terme qu'on a pas mal utilisé s'agissant des personnes âgées, mais aussi des personnes qui sont aujourd'hui en phase de chronicisation, et que les aidants familiaux et l'aide familiale, c'est une réponse particulièrement adaptée à la transition démographique, un peu comme les énergies alternatives le sont de la transition écologique. Vous voyez, qui sont pour utiliser des images. Et pourquoi est-ce que c'est une activité adaptée? Alors, juste peut-être 2 mots sur la transition démographique. En fait, la transition démographique, elle se caractérise au moins par trois grands facteurs. Le premier, je pense que là, je ne vais étonner personne, c'est le vieillissement des populations. On atteint aujourd'hui un vieillissement qui est un vieillissement inédit. L'espérance de vie s'accroît. Va-t-elle continuer à s'accroître? Ça, ensuite, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un fait qu'elle s'accroît beaucoup. Il faut juste comprendre qu'on a gagné plus d'espérance de vie en 50 ans que dans toute l'histoire de l'humanité, en termes de progression, ce qui est considérable. Ce qui ne veut pas dire non plus que c'est logarithmique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, mais on est vraiment dans une société vieillissante. On estime qu'il y aura 35% de la population qui aura plus de 60 ans aux alentours de 2050. 35% d'une population qui a plus de 60 ans en 2050, il faut juste s'imaginer la représentation du monde que ça implique. C'est-à-dire que c'est un inédit dans l'histoire de l'humanité d'avoir un tel poids de personnes, faut-il les appeler âgées, matures, seniors, le débat est ouvert, mais c'est un poids considérable dans la représentation dont la société se fait, dans les valeurs qu'elle va véhiculer. Donc on est face à un inédit dans l'histoire de l'humanité, et tellement inédit que ça interroge vraiment la place de la personne âgée. On le voit aujourd'hui avec les débats qu'il y a dans les EHPAD, mais ça interroge même la place du vieillissement. Aujourd'hui, vous avez plusieurs écoles de pensée, dont l'école transhumaniste, qui fait parler d'elle, c'est pour ça que je l'évoque, qui considère le vieillissement comme qui considère qu'il faut traiter le vieillissement comme une pathologie. Je vois certains d'entre vous qui... comme une pathologie, c'est-à-dire finalement une erreur de la nature. Voilà. Mais c'est en même temps logique. Plus vous avez de gens dans un corps qui sont entre guillemets victimes, plus la cause prend de l'ampleur. Donc on a d'une part un vieillissement inédit, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes âgées, mais on a de plus en plus de personnes. Le deuxième aspect de la transition démographique, c'est qu'on a aujourd'hui, sous l'influence des traitements divers et variés, des taux de survie qui sont des taux de survie inédits. On est rentré dans ce qu'on appelle la chronicisation des pathologies, c'est-à-dire des gens qui auparavant n'arrivaient pas, avaient une pathologie qui s'avérait létale, qui aujourd'hui ont une pathologie qui leur permet, parce que les traitements ont évolué, de vivre de plus en plus longtemps, donc derrière d'assurer une espèce de volumétrie importante en termes de population. Et la transition démographique, c'est finalement d'avoir à gérer de plus en plus de gens, soit vieux, soit malades, et d'avoir à les gérer dans une situation, c'est le troisième point, qui est une situation de réorganisation
de tout le système de santé, et notamment une réorganisation qui milite pour la proximité avec ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Je pense que ça a dû être évoqué peut-être ce matin, où l'objectif à 5 ans est de faire que 70% de la prise en charge des patients se fasse au domicile. Ce qui, sur le plan comptable, est sans doute intéressant, ce qui même sur le plan de la volonté et des attentes des personnes est aussi intéressant, mais arrive dans un moment où on n'est pas dans un système qui est un système aujourd'hui préparé pour ça. À tel point, vous avez une série d'ouvrages et d'études qui ont été réalisées sur la question. Vous n'avez jamais eu autant de gens dans les hôpitaux que depuis qu'on a lancé l'ambulatoire. Simplement, ils n'arrivent pas de la même façon, ils arrivent par les urgences. Ce qui, derrière, implique une coordination du soin auprès d'une population qui est de plus en plus nombreuse. D'une part, on ne peut plus la traiter, il y a trop de personnes âgées, trop de personnes en rémission, et par ailleurs, d'abord on ne peut plus les traiter parce qu'on n'a plus les structures pour le faire, et on n'a plus les financements pour le faire. Je ferai juste une petite aparté, c'est que vous aurez noté que toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à parler, est-ce qu'on parle de patients chroniques, est-ce qu'on parle de personnes en rémission, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas posé les mots. Tellement le phénomène aujourd'hui est assez peu conscientisé, c'est qu'il n'y a pas de mots pour déterminer. Voilà. Et vous avez exactement les mêmes débats aujourd'hui sur les personnes âgées. Vous avez un livre qui, à nouveau, est en train de faire florès dans l'univers des gériatres et des neurologues, puisque c'est associé à des pathologies neurodégénératives, qui est « La personne âgée n'existe pas », qui est un livre qui est sorti en 1965, qui a été réédité en 2002, et qui est un livre qui explique doctement que la personne âgée n'existe pas et qu'en fait, on est dans un continuum de vie. Ce qui est aussi une façon de voir les choses. Mais simplement, comment ? C'est plus sympathique. C'est plus sympathique, hein. C'est évidemment plus sympathique. C'est pas une rupture d'un nouvel âge, c'est un continuum de vie. Mais pourquoi je dis ça, c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'on n'a pas encore complètement pris le problème à bras-le-corps, puisqu'on ne sait même pas comment nommer les personnes qui sont aujourd'hui et qui forment aujourd'hui cette vague démographique qui arrive. Puis la deuxième question, qui est la question du financement. En fait, on a de plus en plus de gens, on ne sait pas comment les nommer, il va falloir les gérer, et on a de moins en moins d'argent pour le faire. Et on a de moins en moins d'argent pour le faire, il y a quand même des bonnes nouvelles, parce que s'il y a des taux de survie, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des thérapeutiques et des molécules qui sont suffisamment innovantes pour assurer les taux de survie, sauf qu'à un moment donné, elles pèsent assez lourd. Je prenais juste, dans le cas du cancer, hein, je prenais quelques chiffres. En fait, le prix des médicaments anticancéreux, il est passé sur la totalité des dépenses dans ce domaine-là de 1 milliard à plus de 3 milliards en quelques années, chaque année. On estime qu'avec les nouvelles thérapies qui arrivent et qui sont prometteuses, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle, ça devrait peser pour 10 milliards. C'est-à-dire que le système ne pourra pas tenir en l'état, c'est-à-dire que l'accompagnement à un moment donné du patient, il va devoir passer par d'autres solutions. Et dans ces autres solutions, il peut y avoir effectivement tout ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine de ville, l'accompagnement de ville. Or, on sait qu'on a une démographie médicale qui est en train de baisser et que parallèlement, les ressources qui sont sur le terrain, il y a une étude, on a travaillé sur une étude il y a peu de temps, qui montre à quel point aujourd'hui les médecins généralistes notamment sont dans des situations parfois d'extrême détresse ou de solitude. Vous avez 47%, je dis bien 47% des médecins généralistes qui ont fait un burn-out dans les 10 ans qui viennent de s'écouler. Donc ce qui est tout à fait considérable. Donc on a moins d'argent, moins de ressources finalement pour les traiter, et parallèlement, on évoque beaucoup la question de l'intelligence artificielle qui pourrait à un moment donné pallier, etc. Peut-être que ça arrivera un jour, sauf que ça tardera, les effets ne se feront pas voir tout de suite, et en tout cas pas à l'échelle du temps qui est concerné. Ce qui explique d'ailleurs que dans certains pays, vous avez des initiatives qui sont lancées. Vous avez, alors en France, par exemple, pour l'accompagnement des personnes âgées, vous avez, dans le cadre de l'intelligence artificielle, et l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, quelque chose qui s'appelle Paro le robot. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu des reportages, c'est un petit robot qui est une forme de phoque, qui s'adapte, et qui, en fonction du comportement de la personne qui le prend dans ses bras, va adopter un comportement en lien avec ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, par exemple, la personne est tâtonne, il va commencer à avoir un comportement qui va la pousser à la stimulation. Elle a l'air excitée, il va avoir un comportement apaisant. Et donc, derrière, c'est un vrai compagnon, voilà, qui est un compagnon, via l'intelligence artificielle, qui permet non pas de remplacer l'accompagnement humain, mais à un moment donné de créer finalement de la relation, même si c'est une machine, mais qui permet un accompagnement de qualité. Vous avez au Japon des androïdes qui, eux, sont plus sur un registre fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils vont assurer un certain nombre de tâches
qui sont aujourd'hui réalisés par les soignants. Ils vont amener le verre d'eau avec le comprimé à l'heure dite, plutôt que ce soit le soignant qui le fasse, et ainsi de suite. Ce qui, au passage, libère du temps pour les soignants, du temps humain disponible et du temps d'humanité disponible. C'est aussi une des façons de le regarder, c'est de se dire que ça permet d'être aux soignants d'être pleinement à la relation aux patients. Enfin, au Japon, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus suffisamment de ressources par rapport aux vieux. Mais ça, c'est une autre question. Alors, vous avez, je vous le cite parce que celle-là fait généralement souvent sourire, d'autres initiatives qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais qui témoignent d'une certaine forme d'intelligence, c'est les aidants migrateurs en Italie. Les aidants migrateurs, j'adore le terme, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé. Alors, les aidants migrateurs en Italie, ce sont des gens qui, vous savez, à la fin des années, au début des années 70, il y avait ce qu'on appelle faire la route. Donc, on partait, vous avez des jeunes diplômés français qui partaient dans les campagnes, etc. Mais là, c'est un peu la même logique. Ce sont des jeunes qui partent parce qu'ils décident de s'engager et qui vont migrer de région en région et qui vont aller dans des familles, accompagner des personnes malades, âgées, dépendantes, vont y rester 2 mois, et puis, c'est d'où le terme de migration, y rester 2 mois, 3 mois, et repartent ensuite dans une autre région, vivre une nouvelle vie, etc. Donc c'est une sorte de sacerdoce qui est tout à fait intéressant, et qui, d'une certaine façon, si on le ramène à une initiative qui est celle du baluchonnage, dont vous avez peut-être entendu parler, qui vient du Canada, et qui se développe en France. Simplement, le seul problème en France, c'était le droit du travail. C'est la possibilité d'avoir une personne qui intervient chez vous, qui reste chez vous, qui va s'occuper de la personne malade et dépendante pendant une durée donnée, qui généralement n'excède pas 10 jours, et qui permet à l'accompagnant d'aller se reposer. Donc, voilà. Et ce qu'on appelle le baluchonnage, voilà. Aujourd'hui, le droit du travail était un peu, j'allais dire un peu sensible à la question, puisque ça suppose de faire du temps plein, et le droit du travail n'aime pas beaucoup le fait de faire du temps plein. Voilà. Donc après, il y a les jours fériés, mais ça, c'est autre chose. Oui, c'est vrai, parce que les aidants n'ont jamais de jours fériés. En fait, le truc, c'est quand même que, voilà, limite congé payé, mais ils ont, alors à la limite, pas congé payé, ils n'ont pas de jour férié. C'est-à-dire que l'aide familiale ne s'arrête pas le 1er mai, par exemple. Voilà. Ben là, le baluchonnage ne s'arrête pas le 1er mai non plus. Et donc, ce contexte-là, qui est de plus en plus de gens et de moins en moins de moyens pour gérer, fait que la famille, dans son acception large, elle se retrouve aujourd'hui dans une situation où c'est elle qui assure une réponse de proximité. Je sais que vous avez présenté les résultats de l'étude synchrone. On voit bien, effectivement, le rôle aujourd'hui de la famille et des proches en tant que, dans un premier temps, alors je ne sais pas si on peut le qualifier de rempart, mais en tout cas d'amortisseur social, de filet de sécurité pour des personnes qui se retrouvent dans une situation où, globalement, elles peuvent se retrouver démunies, fragilisées, sans forcément retrouver le sens de ce qui est le leur. Et dans ce domaine-là, l'aidant, en tant que maillon de proximité, il va jouer un rôle de coach social. On le voit quand on pointe les études, globalement, il y a un rôle multidimensionnel d'aide psychique, physique, d'aide et de soutien administratif, d'aide au déplacement. Et c'est assez variable, mais on sait que globalement, c'est une activité dont la palette est le plus souvent extrêmement complète. La deuxième chose, c'est que il va jouer le rôle social, il va aussi jouer un rôle de prévention et d'observance, notamment médicale. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il va être un allié important pour le patient, mais aussi pour le professionnel de santé. Et à tel point, d'ailleurs, quand vous interrogez les professionnels de santé, vous avez aujourd'hui plus de 70% des médecins généralistes qui vous disent le meilleur allié, mon meilleur allié dans le traitement, c'est la famille. Enfin, c'est assez simple, enfin, c'est proche, la famille, c'est les dents, ça dépend du terme qu'on veut lui trouver, mais globalement, ça désigne finalement les mêmes personnes. Et on sait aussi que cette action combinée, elle peut vraiment avoir une influence, quand on est une contribution essentielle et que c'est supplétif du système de santé, elle peut vraiment avoir une influence sur les réhospitalisations qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que s'il y a un alerting suffisant de la famille, une bonne conduite, aux États-Unis, il y a des études qui ont été menées sur l'implication de la famille. Alors j'essaie de retrouver le chiffre. Sur l'implication de la famille et le fait qu'elle évite la réhospitalisation, il est mesuré qu'en fait on pourrait éviter 18 à 50% des cas de réhospitalisation. Alors certes c'est aux États-Unis, mais les volumes sont tels que de toute façon c'est suffisamment robuste pour être appliqué à la France. Donc aujourd'hui, on peut considérer que les aidants évitent aussi
beaucoup de réhospitalisations derrière des coûts. C'est pas mesuré. Voilà. Un des problèmes en France, c'est qu'on a assez peu mesuré l'influence économique ou la valeur que les aidants peuvent apporter. Mais alors, on a des études, moi j'ai quelques chiffres, mais vous voyez, ça par exemple aujourd'hui, ça disparaît totalement du scope des pouvoirs publics. C'est-à-dire que c'est pas du tout intégré cette action-là, qui est pourtant une action décisive. En revanche, ce qu'on sait, c'est que l'ensemble des gestes qui sont posés au quotidien, c'est-à-dire que quand on fait le cumul des heures passées par nos 8 millions d'aidants aux côtés de la personne malade, ramené à un coût horaire qui est celui de l'aide à la personne, ça représente, je ne sais pas, vous avez une idée de combien ça peut représenter? Ça représente 164 milliards d'euros par an de production de services. 164 milliards d'euros, c'est une fois et demie le chiffre d'affaires de Google. Et c'est juste à ramener aux 280 milliards d'euros de dépenses de santé annuelles. C'est-à-dire que les aidants produisent plus de la moitié des dépenses de santé, enfin, produisent l'équivalent de plus de la moitié des dépenses de santé annuelles. Et par ailleurs, du fait du reste à charge, donc de tout ce qui à un moment donné est injecté en fonds nouveaux dans l'économie, on est de l'ordre de 125 à 150 milliards d'euros, excusez-moi. 150 milliards d'euros. Il y a aussi un poids financier qui pèse dans les familles et qui est réinjecté dans l'économie. C'est pour ça que quand on dit une activité essentielle, on est vraiment dans le cadre d'une activité essentielle. Essentielle parce qu'elle permet aux gens de rester, de bien vivre chez eux, elle permet aussi d'économiser considérablement. Et donc derrière, qui est une valeur. Je ne voudrais pas simplement que l'essentiel se traduise par des questions monétaires. Donc ça veut dire que tout ce qui a une valeur n'a pas forcément un coût, n'a pas forcément un prix, mais on est vraiment sur un service qui est un service de valeur. Je vais juste faire une petite aparté parce qu'il y a forcément derrière, une fois qu'on voit un rôle actif et un rôle qui est une vraie contribution, il y a forcément derrière des situations qui sont des situations de fragilité ou de vulnérabilité. Vous évoquiez la question des difficultés, j'y viens, mais c'est peut-être pour l'aborder différemment. On voit bien que l'aide familiale peut générer de la fragilité ou de la vulnérabilité, qui sont deux concepts finalement assez proches. Mais c'est une forme extrêmement particulière de fragilité ou de vulnérabilité. On n'en a pas toujours conscience, mais être fragile ou vulnérable du fait d'un tiers, ça n'est pas la même chose que d'être vulnérable ou fragilisé du fait de son état propre. Je suis vieux, je vieillis, je ne peux rien y faire. Je suis malade, d'une certaine façon, voilà, je ne peux rien y faire. Donc il y a un côté fataliste dans ce qui me tombe dessus, que ne vivent pas forcément les aidants, qui eux sont plutôt dans une tension vers. C'est-à-dire 3 à 7% des aidants seulement vous disent « je n'avais pas le choix ». Ça veut donc dire que 90% des aidants auraient pu avoir le choix. Après, il y a plein de choses d'arbitrage, mais on est quand même dans une forme qui est une forme de vulnérabilité, de fragilité, qui est une forme plutôt consentie, parfois subie, mais elle est plutôt consentie. Quand on est malade, c'est une forme de vulnérabilité subie. Vous ne pouvez rien. Quand on vieillit, quand on est dans une entreprise et qu'on est une femme et qu'on est stigmatisé parce qu'on est une femme, ben voilà, mais on subit. Là, on est quand même dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre du consenti, même si c'est évidemment extrêmement trouble comme lien. Mais c'est à tel point d'ailleurs que quand on pose la question aux aidants, vous avez plus de 90% qui vous disent « si c'était à refaire, je le referais ». Donc on a une pérennité très forte dans l'engagement et qui, cette pérennité, va amener à plusieurs stratégies de la part de l'aidant. Il y a une première stratégie qui est une stratégie de fragilisation de sa personne. Et c'est tout ce que les études pointent assez régulièrement sur la santé, en termes de santé, la fatigue, l'anxiété, la mortalité des aidants qui parfois décèdent avant la personne qu'ils accompagnent. Donc ça, c'est un versant important. Et puis par ailleurs, s'agissant du travail, c'est tout ce qui est la difficile conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc il y a une façon extrêmement fragilisante de vivre cette situation. Je pense que tout le monde la connaît. Alors après, il faut juste faire attention parce qu'au nom de la fragilisation, on se retrouve à véhiculer des mythes. Par exemple, dans le domaine du travail, un des mythes le plus couramment répandu, c'est l'aidant familial est quelqu'un qui s'absente beaucoup et qui est finalement pas très productif.
Alors, on va tout de suite mettre à mal ces deux mythes-là. Le premier, c'est que les aidants familiaux sont absents en moyenne dans les entreprises 15 jours par an. 15 jours par an, c'est la moyenne d'absentéisme dans le privé en France. Bon, enfin, c'est 14,3. Non, mais vous voyez, c'est exactement pareil. On dit qu'ils ne sont pas productifs. Vous avez des études qui ont été menées en Allemagne qui montrent que les aidants familiaux sont beaucoup plus productifs que les salariés lambda. En fait, il y a deux qui sont très productifs, deux catégories. Vous avez les aidants familiaux et les mères de famille. Les mères de famille se reconnaîtront, en fait, ils sont très productifs. C'est une autre façon de gérer les choses. Donc vous voyez, il y a deux mythes, il y a plusieurs mythes au nom de la fragilisation. Et puis il y a une autre façon aussi d'envisager les choses, qui était aussi celle de Franz Alzheimer, qui a mené beaucoup de travaux sur finalement les stratégies que les aidants vont développer, non pas pour souffrir, mais pour un moment donné, même si le terme est un peu tiré, pour tirer avantage de la situation. C'est-à-dire finalement trouver du bien dans quelque chose qui s'avère quand même être du domaine du réconciliable. Il y a des tas de travaux qui ont été faits par Franz Alzheimer sur ce domaine-là, dans lequel on pointe le fait que finalement on peut tirer avantage pour soi, non pas un avantage financier, je le rassure tout de suite, mais un avantage pour soi, en termes d'estime de soi, en termes derrière, peut-être aussi de vie sociale, en termes identitaires, tout à fait important et intéressant de la situation d'être aidant familial. On ne nie pas que ce soit dur, mais à un moment donné, il y a aussi un combustible qui est quand même un combustible plutôt positif. Et moi, toutes les études que j'ai menées dans ce domaine-là, on a panélisé, pour tout vous dire, on a suivi pendant 5 ans un panel de 3000 aidants familiaux. Enfin, je ne sais pas si en termes de statistiques, vous savez, quand on fait des sondages sur la campagne électorale, on interroge 1000 Français. Et globalement, la marge d'erreur pour savoir pour qui ils vont voter. Là, on est sur 3000 personnes qu'on a suivies pendant 5 ans. Et alors, on renouvelait le panel, tout simplement parce qu'il y a des gens des proches qui décédaient. Et puis, voilà, mais on renouvelait le panel, donc on était sur un panel vivant. Quand vous interrogez sur 5 ans les personnes, en fait, on avait des thématiques et puis on avait des questions barométrées qui étaient comment vous vous sentez, quel est l'impact de l'aide familiale sur votre vie sociale, sur votre vie familiale, etc. En fait, vous vous apercevez que majoritairement, je dis bien majoritairement, c'est-à-dire quand on cumule les chiffres, ce qui n'a pas grand sens, mais majoritairement, l'aide familiale génère des effets positifs dans le déclaratif des personnes. Donc, une fois que vous voyez ça, vous dites, tiens, c'est sans doute intéressant de regarder de plus près. Et donc là, vous quittez la loi de la majorité et vous rentrez dans l'analyse. Et dans l'analyse, on s'aperçoit qu'en fait, sur nos 8 millions de personnes, ou 11 millions, ça dépend de l'endroit où on se place, vous avez en fait 30 à 35% de gens qui sont dans une réelle détresse. Les autres, pour la plupart, la moitié des autres, c'est-à-dire 30-35%, vont plutôt bien, voire très bien. Et puis vous avez ce qu'on appelle toujours, alors pour le coup en termes électoraux, mais en termes de sondage, le ventre mou qui en fonction des événements va venir agglomérer l'une ou l'autre de ces familles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une représentation de la société qui est une représentation extrêmement souffrante de l'aidant, alors que qui est réelle, hein, c'est significatif mais pas représentatif. Mais c'est significatif, vous avez 35% des gens qui souffrent. Et là où c'était intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce que ces gens souffrent. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans une situation de détresse. Une fois que je vous dis que c'est 35% ou 65%, vous dites finalement il y a un doigt divin qui choisit. Non, il n'y a pas de doigt divin. En fait, on est dans une situation de détresse, elle est étroitement corrélée à la capacité que l'on a à se faire aider. C'est extrêmement simple. Hein. C'est plus vous vous faites aider, moins vous êtes en détresse, moins vous vous épuisez. Là, je vous ai dit un tourisme, vous allez vous dire c'est bien, c'est intéressant, etc. Mais c'est très étonnant, puisqu'on avait une double question. On a une première question qui est, si vous aviez... alors les deux questions, c'est, si vous en aviez les moyens, auriez-vous des solutions pour vous faire aider? Si vous en aviez les moyens, auriez-vous des solutions pour vous faire aider? 80% des aidants vous répondent oui. La deuxième question, c'est, si on vous donne les moyens, là maintenant, est-ce que vous allez vous faire aider? 40%. Vous avez une moitié, et qui correspond peu ou prou aux gens qui sont voilà, dans une situation. Donc on voit bien qu'il y a aussi dans les messages qu'on véhicule aux aidants en disant « faites-vous aider », etc. Le problème, c'est qu'il sait bien, le malheureux, qu'il doit se faire aider. C'est pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas aider. Et là, quand on creuse, et là c'est plutôt sous forme qualitative, quand on creuse, on s'aperçoit qu'en fait, on est plutôt dans un registre d'économie relationnelle.
Je vais faire très court, parce que l'économie relationnelle, il faudrait la journée pour pouvoir en parler. Je vais essayer de faire extrêmement court. En fait, le niveau d'acceptation de se faire aider, il est étroitement lié au sentiment de dette ou de non-dette que l'on a vis-à-vis de la personne qu'on accompagne. Donc ça veut dire que plus vous vous sentez en dette vis-à-vis de la personne que vous accompagnez, pour plein de raisons, qui sont liées à l'histoire, qui sont liées à ce que vous avez fait ensemble, et c'est pas comptable ce que je dis là, mais on se sent plus ou moins en dette avec les personnes. Plus vous vous sentez en dette, plus vous allez avoir tendance à ne pas vous faire aider. Plus vous êtes en situation de débiteur. Plus vous êtes en situation de créditeur, c'est-à-dire finalement vous êtes plutôt à l'aise par rapport à ça, plus vous allez vous faire aider. Le problème, c'est que dans un cas, vous allez à l'épuisement, dans l'autre cas, vous allez à la fuite. Vous voyez, il s'agit juste de trouver un juste milieu. Mais une des façons d'appréhender la question de l'aide familiale, c'est moins une question de l'information ou du droit, voilà ce qu'on peut faire pour eux, que de revenir aux racines d'une certaine façon du mal, qui est pourquoi est-ce que cette personne accepte ou n'accepte pas de se faire aider. C'est ce qu'il faisait dire, dans un autre domaine, mais à l'éthicien et au philosophe Lévinas, être proche, c'est savoir avoir une bonne distance. Donc on est vraiment dans cette notion de, finalement, comment est-ce que je vais pouvoir gérer l'affaire. Je regarde, il me reste encore un peu de temps. Très bien. Donc on a évoqué la question essentielle. C'est bon, je continue, vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais le troisième aspect, c'est, on a évoqué l'aspect essentiel, je voulais évoquer l'aspect finalement bienveillant, mais pas une bienveillance. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde vous parle de bienveillance. Il y a même aujourd'hui un concept qui s'appelle le management bienveillant. Donc, vous avez peut-être entendu parler, voilà. Simplement, le management bienveillant, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de dire qu'il est bienveillant. Est-ce que ça veut dire qu'à l'état naturel, il ne l'est pas? Enfin, voilà, vous voyez, c'est une question comme on parle de mort naturelle et de mort surnaturelle. Vous voyez, c'est... donc l'idée de bienveillance, c'est plutôt l'idée d'une bienveillance qui est une bienveillance transformatrice. C'est-à-dire que ce que l'on peut observer, c'est que finalement, l'aide familiale, elle va permettre de produire du sens pour l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'en agissant, c'est pour ça qu'on rejoint vraiment le nouveau mouvement social, on fait bouger la société, on produit beaucoup de sens. Il y a indéniablement, du côté de l'aide familiale, si on la regarde un peu en dynamique, il y a indéniablement de l'innovation dans l'aide familiale, la façon dont ça se passe. Et c'est une innovation inspirante pour l'ensemble de la société, parce que on va de plus en plus loin vers des territoires qui sont des territoires globalement inconnus, d'hyper-personnalisation, d'hyper-proximité, d'hyper-sentiment. D'une certaine façon, ça se rapproche du concept américain de nouvelles frontières. En fait, les États-Unis se sont construits sur l'idée qu'il fallait toujours aller regarder derrière la frontière. Et de fait, ils ont débarqué à l'est, j'essaie de ne pas me tromper, et ils sont remontés pour sans cesse reculer la frontière jusqu'à l'ouest, et ensuite, c'est ce qui a notamment motivé le programme spatial, donc d'aller dépasser les frontières. Et on est, à mon avis, vraiment dans cette logique-là. Je pense que les aidants peuvent se retrouver dans cette phrase que moi j'ai tirée du programme de Kennedy en novembre 60, où il évoque la conquête spatiale. Donc c'est un programme qui s'appelait La Nouvelle Frontière. C'est le nom de son programme. Il dit « Je vous dis que nous sommes devant la nouvelle frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière s'étendent des domaines inexplorés dont les ressources nouvelles et les changements auxquels elle appelle nous feront grandir en humanité. » Il me semble que l'aide familiale procède de cette logique. Alors, une fois que je vous ai dit qu'il me semble, je vais simplement essayer d'étayer mes propos. D'abord parce que, foncièrement, elle a fait et elle fait changer la pratique médicale au quotidien. C'est-à-dire que l'intrusion de ce qu'on peut appeler un tiers acteur de santé, il a fait bouger les bases, là je parle sous votre contrôle, mais il a fait bouger les bases de ce qu'on appelait auparavant le colloque singulier, c'est-à-dire, qu'on appelle toujours d'ailleurs le colloque singulier, qui était la relation entre le soignant et le soigné, mais là vous avez un tiers acteur qui intervient, et on est dans un domaine qui est désormais un domaine qui est plutôt un domaine d'intermédiation. On est plus dans l'intermédiation, plutôt dans le rapport, dans le rapport univoque. Alors, le problème que ça pose aussi, c'est que ça c'est globalement bien analysé. Après, c'est un jeu dont l'ensemble des acteurs ne savent pas encore ce qu'ils peuvent attendre les uns des autres. C'est-à-dire que les règles sont extrêmement évolutives. Ce qui faisait dire, par exemple, au philosophe Emmanuel Hirsch, finalement,
On a trouvé la réponse, mais on essaie quand même de trouver à quelle question ça répond. Donc on n'a aujourd'hui pas fixé les règles. Le deuxième aspect dans ce changement de pratique médicale, c'est que ça contribue vraiment à le fait qu'on ait un duo en face de nous. Hein. Dans l'idée du duo, c'est pas seulement un homme, une femme, ça peut être deux sœurs, c'est vraiment le duo d'individus. Dans un cabinet, dans l'intimité d'un cabinet ou en établissement, c'est d'une certaine façon, il y a un effet de globalisation du patient au sens où, et d'humanisation du patient. Il ne se limite plus au corps souffrant qu'il présente, mais il est un individu qui agit en interaction avec les autres. Puisque précisément, je suis en interaction avec mon proche, et je suis en interaction avec un environnement. Ce qui veut dire aussi, dans la représentation que le soignant se fait du patient, ben, ça concourt à le prendre dans sa globalité et dans son humanité totale. Ce qui est un élément important, et parallèlement, il joue un rôle vis-à-vis de l'aidant. Hein, l'aidant joue un rôle vis-à-vis du patient. Je reprends juste cette définition de Pierre Sanso qui dit « Mon identité, c'est l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leur attente. » C'est-à-dire que, parce que je suis accompagné en tant que patient, j'ai donc à un moment donné, certains diront à faire bonne figure, mais j'ai à répondre à des attentes. C'est-à-dire que l'aidant permet derrière de stimuler aussi le proche, enfin la personne qui l'accompagne, dans son identité. Ce qui est un élément tout à fait important et à prendre en compte. Et puis, d'une certaine façon, ça replace la notion de responsabilité, on parle beaucoup de responsabilité, au cœur de la société. L'aide familiale, c'est la responsabilité au sein de l'intimité. Pourquoi? Parce que, étymologiquement, accompagner, c'est partager le pain avec. Donc quand on dit partager le pain avec, c'est derrière partager le chemin, c'est partager les problèmes et les problématiques. Et cette notion de responsabilité, qui très souvent est présentée sous l'angle du devoir, on voit bien que c'est pas seulement un devoir, on voit bien que c'est un système qui est un système extrêmement dynamique, extrêmement circulaire. Quand vous êtes aidant familial, au début de mon intervention, j'évoquais la question de la personne qui travaille pendant 8 heures et qui s'occupe de son proche pendant 10 à 12 heures. C'est donc quelqu'un dont la vie est réglée sur la vie de l'autre. Il ne se passe pas une minute sans qu'il pense à l'autre, soit quand il est dans son travail, soit quand il est là. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui s'en occupe, donc l'autre est étroitement dépendant des gestes qu'il va poser. Mais si vous en êtes là, si vous regardez différemment, ça veut dire qu'il est lui aussi extrêmement dépendant de la personne qui l'accompagne. Donc on n'est pas dans un rapport de dépendance de faible à fort, on est dans un rapport d'interdépendance dans lequel l'un et l'autre s'amènent. Ce qui, en termes de société, est tout à fait prodigieux parce que c'est l'illustration de ce que Marcel Mauss appelait le potlatch. Le potlatch, c'est cette économie circulaire qui fait qu'on donne, on reçoit, on restitue. Et c'est ça qui crée la force du lien social. Dans une société, vous savez, on évoque souvent le lien intergénérationnel, le lien social. Voilà, tout le monde se paye de mots sur le lien social. Si je prends ça et que, effectivement, le lien social, il ne tient que parce que vous avez une force d'un côté, une force de l'autre. Si l'une vient à manquer, il s'écroule. Donc en fait, derrière le lien social, c'est pas l'idée de la responsabilité du plus faible du plus fort vis-à-vis du plus faible. C'est l'idée que le lien social, c'est créer de la dynamique entre les deux. C'est que l'un et l'autre amènent, apportent. Et l'aidant familial, de par l'intervention qu'il fait, de par l'intermédiation qu'il propose, eh bien, il permet de recréer du jeu là-dedans et derrière de recréer du lien social. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment un exemple tout à fait intéressant dans la façon dont ça se passe. C'est pour ça que j'évoquais une réponse de proximité. On évoque beaucoup aujourd'hui les solidarités de proximité qu'on est en train de redécouvrir vraiment grâce aux aidants familiaux. De façon plus structurelle, au plan de la société, une société, c'est généralement construit autour de 4 grands impératifs, et il y en a un que l'aide familiale remet vraiment en cause. Il y a un premier impératif, c'est ce qu'on appelle l'impératif moral. C'est globalement le référentiel auquel tout le monde croit, et ce qui fait qu'on fait une vie en société. En France, par exemple, dans la société française, je pense le pacte républicain, liberté, égalité, fraternité, c'est un impératif, un référentiel qui est un référentiel moral. Voilà, on doit être égal, fraternel et libre. Il y a ensuite l'impératif éthique qui désigne, selon la définition sans doute la plus simple, la volonté de faire le bien
pour soi et pour les autres au sein d'institutions justes. C'est-à-dire de se poser en permanence, est-ce que ce que je fais de bien, alors en plus dans un univers soignant, est au fond juste. C'est le deuxième impératif. Ensuite, le troisième impératif, c'est l'impératif social. L'impératif social, c'est les interactions qu'il y a entre les individus. Et derrière, il faut y lire à la fois l'engagement et les compromis qu'il faut qu'on fasse pour vivre en société. Si on redescend au couple, c'est ce que Hannah Arendt disait finalement, le couple et l'amour, c'est une forme d'impératif social. Et certes, à un échelon plus resserré, mais voilà. Et puis, il y a un quatrième impératif qui est l'impératif culturel. Pour faire court, c'est les valeurs culturelles qui sont véhiculées. Et précisément, les aidants familiaux, ils viennent vraiment bouleverser des impératifs qui sont les impératifs culturels de la société aujourd'hui, en tout cas les impératifs culturels du moment. Pour une raison extrêmement simple. On est passé à bas bruit d'une société qui était une société, et on est en train, notamment sous l'influence des aidants, passer d'une société qui était une société plutôt utilitariste à une société qui est plutôt une société vertueuse. En tout cas, on est en tension vers ça. Qu'est-ce que l'utilitarisme? L'utilitarisme, c'est l'idée que pour que le progrès advienne, il faut qu'il y ait des sacrifiés. Et ça, c'est un philosophe qui s'appelle John Stuart Mill qui a théorisé cette question, c'est utilitariste. La société utilitariste, je ne sais pas si certains d'entre vous se piquent de séries télé, même anciennes, c'est 24 heures chrono. Je ne sais pas, au moins le terme vous dit, 24 heures chrono, c'est un héros qui sauve le monde en torturant, je vous fais court, hein, qui sauve le monde en torturant les méchants. Mais c'est très bien, il y a son lot de sacrifiés, on a un objectif. Et la société, progressivement, sous l'influence de l'aide familiale, elle est en train de passer à un système plus vertueux, qui est plutôt du domaine de Kant, où les actions doivent être vertueuses pour elles-mêmes. Peu importe l'objectif, il faut que l'action elle-même soit vertueuse. Donc on fait de moins en moins de mal et de moins en moins de sacrifiés. Chaque nouvelle vie perdue est une vie, par exemple, on rêve des guerres à zéro mort. Aujourd'hui, le rêve absolu, c'est la guerre à zéro mort. On est prêt à faire la guerre, mais à zéro mort. Donc on est vraiment dans une situation la plus vertueuse possible. Les aidants familiaux, ils contribuent vraiment à tendre vers ça et en amenant vraiment des valeurs nouvelles. En tout cas, des valeurs nouvelles. Elles ne sont pas si nouvelles que ça, mais ça annonce le retour de nouvelles valeurs. Et souvent, pour le dire en étant un peu provocateur, je me dis, quand on regarde les aidants familiaux, je me demande s'il faut les voir comme des éclaireurs du nouveau monde ou la résurgence de dinosaures. Mais voilà. Vous voyez, en termes de valeurs, mais je vous en cite quelques-unes. Le premier, c'est la solidarité. Aujourd'hui, on évoque la question de l'individualisme, tout le monde, alors après, tout le monde n'est pas d'accord sur la question, mais enfin, globalement, on est dans une société qui est une société d'individus, plutôt d'individualisme forcément, mais on est dans une société d'individus, et bien l'aidant familial, c'est celui qui, d'une certaine façon, crée ou recrée de la relation, et derrière, recrée de la solidarité. Il y a un deuxième aspect, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que c'est extrêmement difficile à mesurer, mais dans la plupart des cas, on est dans des situations d'aide qui sont des situations d'aide durables. Donc il y a donc une dimension de fidélité à l'engagement qui est considérable. Or, il me semble qu'avec les nouvelles applis de rencontres, le zapping divers, on n'est plus vraiment, ou même le zapping commercial, on n'est plus à une époque qui est une époque de fidélité. Et d'une certaine façon, ils amènent la démonstration que non seulement c'est possible, mais c'est en train d'advenir. Donc on est vraiment, c'est le deuxième aspect. La pérennité, pareil, hein, qui rejoint aussi cette dimension de durabilité, c'est qu'ils s'engagent pour 8, 10, 12, 15 ans aux côtés de la personne qu'ils accompagnent. Je voudrais juste signaler que dans certains pays du Nord et au Mexique, etc., on est en train de réfléchir à des mariages en CDD. Vous voyez, il y a comme une contradiction dans les termes. Et puis, ils ont, à l'heure des nouvelles technologies, à l'heure où 40% des personnes âgées vous disent qu'ils n'ont plus aucun contact avec leur famille, hein, c'est ce que les études disaient, les nouvelles technologies qui prétendument empêcheraient le lien social, ils sont la démonstration qu'on peut avoir et qu'on peut construire, qu'on peut nourrir et entretenir avec succès une relation sur le terrain. Voilà, c'est vraiment cet aspect de transformation qui me semble intéressant. Je vais juste conclure, voilà, parce qu'après je vais dépasser allègrement. Je vais juste conclure. Il y a un ouvrage qui est un ouvrage qui, dans le domaine de l'économie, est un ouvrage de référence qui s'appelle, qui est un livre de Mandeville, c'est La fable des abeilles et de l'apiculteur. J'imagine que voilà, certains connaissent. Dans lequel il démontre, je le fais court, que prises séparément, les abeilles produisent des choses
choses qui sont certes intéressantes, mais assez insignifiantes, et que c'est leur travail collectif, qui est celui de la pollinisation, qui permet à l'humanité de continuer à exister. Si les abeilles n'existaient pas, ce que disait Einstein, l'humanité s'éteindrait. Eh ben, il me semble que l'aide familiale procède exactement de la même chose. Aujourd'hui, on a une multitude de petits gestes posés au quotidien qui sont faiblement agglomérés, sauf à travers des études, mais qui finalement sont extrêmement éclatés, qui sont très utiles, un peu comme l'abeille fabrique du miel, ben voilà, on fabrique de l'accompagnement, on fait de l'accompagnement, mais mis bout à bout, l'ensemble de ces gestes a un vrai effet pollinisateur, qui est celui des abeilles dans le cas de Mondeville, et qui est celui derrière de création de valeur, de soutien à un dispositif économiquement instable, derrière de porteurs de sens, donc finalement aussi d'exemplarité, qui semble tout à fait intéressant, et qui peut conduire aussi à revoir les aidants familiaux. Je pense notamment, et si on regarde sous l'angle de l'employabilité, souvent on envisage l'aidant familial comme un poids ou une charge, mais c'est quand même l'aide familiale le moment où on acquiert des compétences qui sont des compétences uniques. Il n'y a pas d'école pour devenir aidant familial. En revanche, c'est une école qui vous apprend beaucoup de choses, parce que soit vous regardez l'aidant familial comme un aidant familial, soit vous le regardez comme un gestionnaire d'une petite unité de soins. Si vous le regardez comme un gestionnaire de petite unité de soins, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va sans doute bricoler, etc., mais qui va avoir des pratiques innovantes qui vont le rendre plus autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises rêvent d'avoir des salariés automobiles, c'est-à-dire des gens dont on pourrait s'affranchir de les encadrer. Voilà, c'est d'ailleurs tout le propre des organisations libérées. Voilà, c'est le rêve absolu, c'est que les gens soient le plus autonomes possible. Ben, aujourd'hui, les aidants, ils apprennent l'autonomie, ils font l'expérience de l'autonomie, ils développent des vraies compétences dans ce domaine-là. Ils développent aussi des compétences en termes d'adaptabilité. Il n'y a pas plus adaptable, une nécessité d'adaptabilité quand on est aidant, hein, puisqu'on est en permanence au four, au moulin, et puis on est dans une situation stable, on a l'impression que c'est une situation qui peut devenir instable. Ils apprennent aussi la rigueur. Souvent ils l'avaient, mais après ils sont quand même dans une logique où vous faites extrêmement rigoureux. Quand on s'occupe de planning, des personnes qui doivent passer, etc., on peut se tromper une fois, je pense que la fois d'après on ne se trompe pas, donc on développe des compétences dans ce domaine-là. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut être créatif, c'est-à-dire que l'État étant ce qu'il est, les prestations étant ce qu'elles sont, les contraintes horaires étant ce qu'elles sont, bah, il faut être créatif pour essayer de trouver des solutions. Et qui sont aujourd'hui des vraies compétences qui, à mon avis, auprès des entreprises, et voire aussi auprès de l'État, sont insuffisamment jouées, valorisées, et que vraisemblablement, si demain on réfléchit à un statut des aidants, moi il me semble que plutôt que de réfléchir au statut, c'est comment est-ce qu'on pourrait valoriser des compétences nouvelles. Il ne s'agit pas de dire qu'elles sont mieux que les autres, c'est simplement, il y a un jeu de complémentarité, qui est un jeu de complémentarité sans doute intéressant à trouver. Je terminerai juste par un dernier mot, qui était une phrase de Brel, qui disait qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal à l'autre. Et il me semble que finalement, les aidants familiaux, certes, ils ont une importance économique, certes, d'ailleurs, ils travaillent pour la société, mais d'une certaine façon, pour le proche qu'ils accompagnent, c'est des artistes du quotidien. Et je vous remercie.